Voilà, donc apparemment il n'y a pas de retardataire, donc on va pouvoir commencer. Alors tout d'abord, je vous rappelle que au mois d'avril, il y a 2 conférences. La prochaine conférence, elle aura lieu le 26 avril, le mercredi 26 avril à partir de 18h. Et faites bien attention parce qu'elle se déroulera dans l'auditorium du Conservatoire de musique, donc dans la ville basse, à côté du conseil départemental. Bon, vous allez recevoir le programme avec les dernières activités la semaine prochaine. Donc tout ça, ce sera précisé. Donc vous retenez bien, 26 avril, à partir de 18h, ce sera une conférence, c'est Nicolas Milovanovic, le commissaire de l'exposition sur les frères Lenain, ici en ce moment on relance, qui viendra. Et ensuite, il y aura une conférence le vendredi 19 mai. Ce sera sur l'enfermement dans les communautés monastiques du nord de la France, par Patrick Guillot. Et on fera une excursion au Louvre-Lens pour voir l'exposition sur les frères Lenain le samedi 10 juin, toute la journée. On partira le matin à 8h15, on sera de retour à 19h. Cet après-midi, on ira voir le mémorial canadien de Bibi. Donc vous allez recevoir aussi le bulletin d'inscription la semaine prochaine. Donc c'est 29 € par personne, avec des visites guidées sur les 2 sites. Donc ne tardez pas à vous inscrire. Donc ça, la sortie, c'est le samedi 10 juin, toute la journée. Voilà. Alors sinon la conférence, c'est vendredi 19 mai. Voilà. Donc 26 avril, 19 mai et 10 juin. Voilà. De toute façon, vous allez recevoir le programme la semaine prochaine. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Caroline Dujon-Atten-Feldmeyer. Alors vous la connaissez peut-être parce qu'elle a fait une thèse de doctorat en histoire de l'art. Une thèse de doctorat consacrée elle a fait une comparaison entre les restaurations au XIXe siècle des cathédrales de Laon, de Reims et de Notre-Dame de Paris. Et elle a soutenu sa thèse en 2015 à l'université de Reims. Une thèse d'ailleurs qu'on peut consulter en ligne. On peut télécharger le PDF sur le site de l'université de Reims. Et elle a fait aussi une exposition ici à Laon, sur la cathédrale de Laon au XIXe siècle, en 2012-2013. Une exposition durant laquelle ont été présentés des moulages qui avaient été faits au XIXe siècle et qui ont été retrouvés un petit peu partout dans la ville de Laon. Voilà. Alors donc Madame Dujon, elle est originaire d'Anizy-le-Château, mais bon, elle a fait ses études à Laon et elle m'a appris, tout à l'heure je vais aller la chercher à la gare, elle m'a appris que c'était une de mes anciennes élèves. Voilà. Ça c'est peut-être moi, mais bon, honnêtement, c'est pas marqué. Voilà, donc j'ai le plaisir de l'accueillir aujourd'hui et de l'écouter. Bonsoir à tous, donc je suis ravie d'être ici, de revenir dans mes terres natales donc pour cette conférence sur un sujet forcément qui me tient beaucoup à cœur, donc la cathédrale. Ah, mais pourtant il est censé marcher. Ouais, il faut vraiment que je sois dessus. Donc pour ce sujet qui me tient à cœur, donc la cathédrale de Laon, et plus particulièrement effectivement le 19e siècle et les restaurations de Viollet-le-Duc, enfin les théories de Viollet-le-Duc. Effectivement, cette conférence est issue de ma thèse de doctorat. J'ai travaillé principalement sur la cathédrale de Reims et j'ai fait effectivement une étude comparative avec Notre-Dame de Laon et Notre-Dame de Paris, sur l'architecture et la sculpture uniquement extérieure, tout simplement parce que le temps ne me permettait pas de faire l'intérieur aussi de la cathédrale et non plus des vitraux. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez surtout avoir des aspects sur l'architecture, la structure, pour tout ce qui est le côté technique, et principalement sur la sculpture de la façade. Je reviendrai sur quelques petites choses qui sont plutôt polémiques. Je vais aussi aborder le côté administratif et économique de la restauration. C'est très important à l'époque, c'est quelque chose qui se met totalement en place, et aujourd'hui les monuments historiques fonctionnent grâce à toutes ces théories et tous ces aspects-là qui ont été mis en place pendant tout le 19e siècle, et surtout grâce à Viollet-le-Duc. Et en plus, la cathédrale de Laon est un très bon exemple, parce que l'architecte qui a travaillé ici au XIXe siècle a vraiment appliqué de façon très stricte toutes ces règles qui ont été mises en place durant cette époque. Donc,
Pour commencer, il faut revenir un peu sur le contexte de l'époque. C'est vrai que la notion de patrimoine et de restauration n'existe pas avant le 19e siècle. Ce sont des mots qui sont créés à l'époque par différents politiques, différents érudits. Ce qui va enclencher ce processus et cette naissance du patrimoine et de la restauration, c'est bien sûr la Révolution française. Malheureusement, les cathédrales vont être et les églises en général vont être les premiers monuments qui vont être impactés par la Révolution, par la fureur des révolutionnaires qui veulent bannir du pays la religion et la monarchie et surtout faire tomber tous les symboles de la religion et de la monarchie. Et effectivement, la meilleure façon de faire tomber les symboles, c'est de détruire ces monuments. Donc, effectivement, la Révolution française met fin à la féodalité et à la religion, et ce qu'elle veut, c'est détruire les monuments, mais en même temps, très vite, on se rend compte que c'est impossible de se débarrasser de tout d'un coup. Donc, on essaie de transformer le statut de ces monuments, leur faire perdre tout doucement ce côté trop religieux, trop monarchique, et les intégrer dans un aspect plus artistique et historique pour pouvoir ainsi les introduire dans la nouvelle histoire que le pays essaye de créer. Et surtout, leur donner un aspect plus laïque et plus républicain. Ce qui est un peu compliqué, mais en tout cas, on va essayer de théoriser autour de ça. Donc, on leur donne de nouvelles valeurs, une valeur artistique, historique, touristique aussi. L'aspect de tourisme naît aussi avec la Révolution française. On va donc nationaliser les biens de l'Église et de la monarchie. On va malheureusement avoir une période de vandalisme qui va durer une bonne dizaine d'années. Ça va se manifester par des pillages, des destructions et surtout par la vente assez massive de monuments. Beaucoup d'abbayes, beaucoup de couvents seront vendus et seront entièrement détruits à cause de l'appât du gain et de la spéculation, puisqu'on va revendre les matériaux, tout simplement. On va revendre aussi les œuvres d'art. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de musées ont des statues qui appartiennent à des grands édifices. Même des édifices qui ne sont pas forcément détruits, puisque pour la cathédrale de Laon, mais aussi pour la cathédrale de Soissons, on retrouve beaucoup d'éléments aux États-Unis, bizarrement. Donc on sait que tout ça n'est pas commencé à cette époque-là, et puis a continué à voyager jusqu'à aujourd'hui. Donc les édifices religieux sont les premières cibles du vandalisme. Le vandalisme, c'est un terme qui est créé en 1794 par l'abbé Grégoire. Donc c'est lui qui va s'opposer à toutes ces destructions et ces pillages. Donc devant l'Assemblée constituante, il va créer, comme il dit, le terme de vandalisme pour essayer de tuer la chose et faire en sorte qu'on arrête de détruire les monuments qui ont fait l'histoire de notre pays. Alors, on va dire que sur papier, il essaie de faire ce qu'il peut. Dans la réalité, ça va prendre beaucoup plus de temps. Il va écrire plusieurs rapports sur le vandalisme. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir les causes de ces destructions. Selon lui, la première cause des destructions, c'est l'ignorance du peuple. Le peuple en veut à la religion, en veut à la monarchie, et donc décide de détruire tous ces symboles. Le problème, c'est le peuple ne se rend pas compte que c'est la religion et la monarchie qui a aussi fait toute l'histoire de notre pays et aussi la société dans laquelle elle vit à ce moment-là. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas les détruire au final. Sauf que leur ignorance fait qu'ils passent à l'acte. Ensuite, la deuxième cause serait le non-respect des règles de protection. Effectivement, des règles de protection sont publiées dans des lois, des décrets depuis 1792 environ, mais au niveau régional, ce n'est pas forcément appliqué par les préfets, par les maires, qui laissent faire au final. Et troisième cause, l'appât du gain. Effectivement, comme on vend une grande partie pour éponger la dette de l'État, les monuments, ils sont donc démantelés et partent comme ça, partent à la vue de tous. Donc,
La Révolution française va enclencher ce phénomène. La nationalisation des biens de l'Église et de la monarchie ne va pas effectivement arranger les choses, mais tout doucement, il y a des voix qui vont se lever et qui vont essayer de tourner, de transformer l'origine, les premières missions de ces monuments en nouvelle mission, celle des arts. On veut absolument protéger les arts de notre pays. Et surtout, il faut les conserver parce que la France attire les étrangers justement parce qu'elle a des monuments remarquables, elle a des œuvres d'art remarquables. Et donc si on ne les conserve pas, les étrangers ne viendront plus et on n'aura plus comme ça une image de pays d'accueil des arts et des artistes. Donc c'est une préoccupation que l'État va avoir assez rapidement. Deuxième préoccupation, c'est celle aussi de sa bonne entente avec l'Église, qui a quand même encore beaucoup de poids. C'est aussi pour ça que l'État va faire en sorte de créer un service, une administration pour conserver les cathédrales, faire en sorte de les entretenir suffisamment et donc de les restaurer suffisamment. Et en même temps de laisser suffisamment de possibilités de marge de manœuvre à l'Église, même si on a un concordat en 1801 qui met des limites, on va dire, très précises aux évêchés, aux archevêchés. On va essayer de leur laisser la possibilité de garder l'aménagement intérieur pour eux, mais par contre tout ce qui sera extérieur et très gros travaux, c'est l'État qui gérera tout. Donc on est dans une association pour essayer de calmer un peu la situation, puisque à l'époque, l'Église ne fait plus partie de l'État, n'a plus voix au chapitre, elle est maintenant de la sphère privée, ça veut dire qu'elle doit s'occuper des âmes du peuple, mais par contre elle ne doit plus du tout s'occuper des affaires politiques. Donc effectivement, pour lui donner l'impression qu'elle a encore un peu d'importance, puisque c'est quand même l'Église catholique reste la première religion du pays à l'époque, on lui laisse certaines missions, dont celle effectivement des aménagements intérieurs et de certains travaux intérieurs pour les édifices. Donc à partir de 1801-1802, les cathédrales, de manière générale, vont avoir un nouveau statut, un statut qui va être plus politique, c'est celui de la représentation de l'histoire du pays, et donc elles vont perdre tout doucement ce statut d'édifice du culte. En tout cas, l'État va faire en sorte de faire perdre tout doucement ce statut d'édifice du culte. Il faut savoir que néanmoins, c'est pas évident de restaurer une cathédrale. Toutes ne vont pas avoir des financements tout de suite, tout simplement parce que l'État n'a pas assez d'argent pour ça, les communes n'ont pas assez d'argent pour ça non plus, pour s'en occuper, les départements, et donc on va avoir quand même une longue période où elles vont être mise un peu à l'abandon au niveau comme ça de son entretien et des travaux qu'elles doivent subir. Alors, au niveau administratif, les choses vont se mettre en place donc dès le 4 août 1789. C'est à ce moment-là que le clergé catholique effectivement perd ses privilèges. La religion passe du droit public à la sphère privée. Et effectivement, là, à ce moment-là, ça change tout pour les édifices religieux, sachant qu'il y a énormément d'édifices liés au culte dans le pays. Les cathédrales sont nationalisées, donc elles deviennent bien nationales. Certaines vont être gardées par l'État, celles qui seront gardées comme archevêchés, comme évêchés. Toutes les autres, comme elles n'ont plus ce statut-là, vont partir et vont devenir des propriétés communales. C'est le cas de la cathédrale de Laon, elle est propriété communale depuis la période révolutionnaire. Donc, en perdant son évêché, elle perd aussi certains droits, malheureusement, et une certaine protection que l'État ne peut plus lui fournir. Et donc, elle rentre dans la masse de ces églises paroissiales qui sont quand même relativement abandonnées à l'époque, faute de moyens pour les entretenir. Donc effectivement, on passe à l'époque à 10 archevêchés. D'environ 200 évêchés, on passe à 83, donc un par département.
Reims va être supprimé, par exemple. L'archevêché de Reims sera supprimé en 1790. Elle ne récupérera son archevêché qu'en 1817. Donc pendant une longue période aussi, elle va tomber comme ça dans le flou des églises paroissiales. Et donc l'évêché de Laon perd son évêché au profit de celui de Soissons. Comme il n'y a plus de cathédrale stricte, les cathédrales perdent au passage leur chapitre et donc perdent aussi tous leurs moyens financiers, puisqu'elles n'ont plus la possibilité d'avoir les rentes qu'elles avaient à l'époque grâce au terrain et au territoire surtout qu'avaient les évêques à l'époque. Et donc comme on perd les chapitres, on perd tout l'argent, on va dire, privé qui appartenait à l'évêché pour pouvoir les entretenir et les conserver dans un état plus ou moins correct. Ce qui fait que ça pose beaucoup de problèmes, même pour les cathédrales en fonction. Et donc, on va se rendre compte à partir de 1809 qu'il faut mettre en place un vrai service des cultes qui va devoir s'occuper de leur entretien. Puisque aujourd'hui, à l'époque plutôt, les communes, les départements ne savent pas quoi faire des édifices. Donc l'État se rend compte qu'on ne peut pas les laisser à la sphère privée comme ça. Il faut que l'État les récupère d'une manière ou d'une autre et mette en place une vraie politique. Donc à partir de 1809, c'est le service des cultes qui va s'en occuper. Service des cultes qui deviendra le ministère des cultes à partir de 1824. Et donc, à partir de ce moment-là, on va gérer la cathédrale comme un édifice des arts et on va mettre en place toute une politique patrimoniale, toute une législation, des conseils, des commissions d'experts pour essayer de régler tous les problèmes structurels que peuvent avoir les cathédrales et qui posent bien sûr des problèmes occultes, parce que quand vous avez une toiture qui fuit, vous avez les voûtes qui vont fuir et puis après vous avez tout qui tombe sur les paroissiens et donc forcément ça donne pas une bonne image, donc il faut régler tout ça et pour ça il faut créer une administration. Et en France, créer une administration, c'est relativement long, c'est très complexe, et au 19e siècle, c'est pas facile du tout. Donc vous avez plusieurs choses qui vont se produire les unes après les autres, plusieurs actes qui vont être publiés. Donc je ne vous fais pas toute la liste parce que sinon on va y passer franchement une demi-heure. Il faut savoir que en 1790, on va créer une commission des monuments des arts qui va être complétée par le Conseil des bâtiments civils à partir de 1798. Et donc ces deux commissions vont rassembler des experts qui vont commencer à prendre vraiment le problème à bras-le-corps. Là-dessus, au Premier Empire, on fait très attention aux édifices du culte. Donc, on met en place une vraie politique patrimoniale pour les églises, les cathédrales, mais aussi tous les monuments anciens. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on commence à se rendre compte qu'on a beaucoup de châteaux qui ont été abandonnés aussi, puisque vous avez la noblesse qui est partie et qui a abandonné ses biens. Et donc, sous le Premier Empire, Napoléon essaie vraiment de mettre en place une politique patrimoniale qui va regrouper, qui va prendre un peu le contrôle de tous ces édifices qu'on a abandonnés depuis la Révolution française. Vous avez d'autres actes qui vont passer pendant tout le Premier Empire et la monarchie de Juillet va mettre vraiment un coup d'accélérateur à cette protection patrimoniale en créant, à partir de 1830, le premier inspecteur des monuments historiques, donc qui sera Ludovic Vitet, qui aura le poste jusqu'en 1834, et ensuite son successeur sera Prosper Mérimée. Et surtout, en 1837, on va créer la commission des monuments historiques. Et là, ça va vraiment créer un électrochoc, et on va rassembler les plus grands architectes de l'époque, les plus grands experts sur les monuments anciens, et à ce moment-là, on va se rendre compte qu'il faut vraiment faire quelque chose pour les monuments de la France et surtout pour les cathédrales qui périssent tout doucement et qui risquent de disparaître si on ne fait pas quelque chose. Donc c'est vrai que 1837 est vraiment une date charnière et à partir de là, la commission des monuments historiques va faire
va publier un certain nombre de lois. Si on doit en retenir 2 pour la protection patrimoniale, c'est celle de 1887, donc du 30 mars, qui est la première loi de conservation des monuments et des objets d'art pour notre pays, et qui sera complétée en 1913 par la grande loi du 31 décembre 1913, qui est encore en action actuellement, qui est toujours d'actualité, et qui est donc celle des monuments historiques et qui met en place toutes les règles qu'aujourd'hui on doit encore respecter en grande partie. Elle a fêté son siècle il n'y a pas très longtemps et il y a eu un très bel ouvrage qui a été publié à cette occasion-là, si ça intéresse certains. Alors, l'État fait beaucoup, publie beaucoup de lois, se rend compte du problème, il faut protéger, mais elle s'en rend compte aussi parce que ce sont surtout les érudits locaux et beaucoup de maires qui vont faire remonter les problèmes au fur et à mesure et qui vont harceler comme ça l'État pour lui faire comprendre qu'il doit agir, puisque au niveau local, il n'y a pas assez d'argent pour aider les monuments qui sont en péril. Et surtout les cathédrales. Et comme on a tellement de cathédrales qui sont passées propriété communale, on a une quantité incroyable de maires qui sont complètement désespérés parce qu'ils voient leurs édifices comme ça s'écrouler et puis ils ne savent pas quoi faire. Donc, pendant ma thèse, j'ai justement travaillé sur tous ces échanges épistolaires et c'est assez intéressant parce qu'on a vraiment un schéma du discours qui est toujours le même. Les maires vont toujours utiliser exactement les mêmes arguments pour défendre leur patrimoine et faire en sorte d'obtenir les subventions pour les travaux dont ils ont besoin. Donc, ces 5 arguments, alors je vous les ai mis, oui, ça marche. Alors moi, c'est ce que j'appelle la guerre des mots, parce que c'est vraiment une guerre au final. Ils amorcent comme ça, ils envoient des lettres, enfin les différents maires de l'an, depuis le début du 19e jusqu'au début des restaurations en 1853, va envoyer une quantité de lettres incroyable. Et il va y avoir ces 5 arguments qui reviendront tout le temps. Donc c'est celui de la ruine prochaine. Donc effectivement, les cathédrales tombent en ruine et donc c'est un peu la surenchère de la menace, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on envoie les lettres, plus on passe les années, plus on passe les dizaines d'années, on essaie comme ça de montrer de plus en plus l'état catastrophique jusqu'à vraiment prédire la ruine totale et l'effondrement de l'édifice en entier. Donc tous vont jouer là-dessus. Le préfet de la Seine, pour essayer d'avoir les subventions pour la cathédrale de Paris, utilise exactement le même argument. Et à Reims, c'est exactement pareil. Donc après, les zones peuvent différer, mais en tout cas, on va toujours travailler sur la même chose. Les zones toujours les plus fragiles, les tours, les fondations, les couvertures. Et donc, il y a toujours la menace que la tour s'effondre, la menace que les voûtes tombent à cause des toitures qui sont trop imbibées d'eau. Enfin, c'est assez drôle à lire parce que des fois, ça revient de manière assez drôle quand même d'avoir toujours le même argument. Ensuite, le monument remarquable. Alors ça, le terme de remarquable, si j'avais fait un tableau, il revient de tout le temps. Alors, au 19e siècle, c'est un terme qui a une définition beaucoup plus forte encore qu'aujourd'hui. Et donc, sa définition, c'est qu'il mérite d'être de nouveau marqué de l'attention de. Et effectivement, c'est un terme qui est très très fort et c'est pour ça qu'ils vont utiliser que celui-là pour effectivement argumenter absolument leurs lettres. Ensuite, vous avez l'admiration des étrangers et donc la notion de tourisme. Et alors, le maire de Laon insiste beaucoup là-dessus. Il y a énormément de Belges, énormément d'Allemands qui viennent à Laon exprès pour voir la cathédrale et donc il ne peut pas présenter la cathédrale dans cet état-là. C'est plus possible. Donc, vraiment, l'argument de l'étranger. Donc l'étranger, pas l'étranger, celui d'une autre région de France, hein, vraiment l'étranger qui vient d'un autre pays d'Europe pour venir admirer sa cathédrale. Et ça, c'est un argument qu'on retrouve effectivement à Paris et à Reims aussi. Ensuite, le monument des arts. Le gothique, effectivement, revient à la mode depuis les années 1820-1830 en France. C'est ce qu'on appelle le revival gothique. C'est un terme qui vient d'Angleterre, tout simplement parce que là-bas, depuis la fin du XVIIIe siècle, il y a un vrai revival qui soit dans tous les types d'art, justement, la littérature, la peinture.
et dans l'architecture. Et donc ça a contaminé la France aussi. Et effectivement, ils insistent là-dessus. Et le maire de Laon insiste bien sûr sur le fait que la cathédrale de Laon est l'une des premières cathédrales gothiques. Donc on ne peut que la protéger, on ne peut pas la laisser comme ça s'effondrer. En même temps, il a raison, il faut quand même le rappeler. Donc c'est un argument qui fonctionne relativement bien. Et le dernier argument, c'est effectivement l'histoire, le monument d'histoire, aussi bien d'histoire locale, donc très riche sur son propre territoire, et on essaie toujours de trouver un lien avec l'histoire nationale. Et donc l'argument, pour Notre-Dame de Paris, c'est que c'est la capitale du pays, forcément. Pour Notre-Dame de Laon, c'est que c'est l'ancienne capitale du pays. N'oublions pas. Donc, effectivement, il ne faut pas l'oublier. Alors, et l'argument historique se retrouve dans beaucoup de cathédrales, beaucoup de justifications pour d'autres monuments qu'on essaye de protéger, sauf à Reims. Reims n'utilisera jamais l'argument historique. Pas avant les années 1860, et que Viollet-le-Duc l'utilise enfin et prononce pour la première fois dans un rapport que c'est la cathédrale des sacres. Il va falloir attendre 80 ans pratiquement pour que Reims revendique vraiment le fait qu'elle était la cathédrale des sacres. Donc pour montrer quand même que la période révolutionnaire a beaucoup marqué les esprits, et donc effectivement le maire de Reims n'utilisera jamais l'argument historique pour justifier des travaux dans sa cathédrale. Et c'est effectivement Viollet-le-Duc qui l'utilisera et qui remettra comme ça la cathédrale la cathédrale de Reims sur l'avant comme ça de la Seine, l'avant de la Seine, sachant que voilà, pour dire qu'il n'y a pas que Paris au final. Faut quand même le rappeler. Excusez-moi. Donc ensuite nous avons pendant le 19e siècle, on va avoir plusieurs dizaines d'années, on va avoir un vrai combat entre les deux administrations qui se partagent, on va dire, les cathédrales. Donc c'est l'administration des cultes et les monuments historiques. Il faut savoir que l'administration des cultes, à partir de 1824, s'occupe des édifices diocésains, donc tous ceux qui sont rattachés au diocèse, donc les cathédrales et séminaires, mais a aussi un service spécifique pour les églises paroissiales. Normalement, la cathédrale de Laon est censée demander des subventions au service paroissial, et donc pour avoir comme ça une aide de cette administration des cultes. Le problème, c'est que l'administration des cultes ne peut pas répondre à toutes les demandes. Et comme elle ne peut pas répondre à toutes les demandes, elle va surtout se focaliser sur les cathédrales, celles qui sont les cathédrales d'État, celles qui sont en fonction, et elle va comme ça délaisser les églises paroissiales. C'est pour ça qu'à partir de 1837, le maire de Laon, sachant qu'une commission des monuments historiques a été créée, il va se retourner vers les beaux-arts et les monuments historiques pour demander de l'aide pour sa cathédrale. Et donc c'est comme ça effectivement que les monuments historiques et les cultes vont se disputer les grands édifices religieux de notre pays, puisque les cultes ne peuvent pas répondre à toutes les demandes, et donc les monuments historiques en profitent pour prendre de plus en plus de pouvoir sur le patrimoine français, et parce que lui va répondre aux demandes et faire en sorte de protéger au maximum. La cathédrale de Laon est l'une des premières cathédrales qui est classée sur la liste de 1840. Donc ça va vraiment à ce moment-là la faire sortir de l'ombre dans laquelle elle était tombée. Et donc le maire de Laon est très heureux à l'époque de savoir qu'elle est classée. Il a beaucoup d'espoir en ce classement. Et à partir de ce moment-là, effectivement, les cultes vont s'en occuper. Les monuments historiques vont s'en occuper. Il va y avoir beaucoup d'experts qui vont venir pendant plus de 10 ans, et les travaux malheureusement ne commencent quand même que 13 ans plus tard, en 1853. Mais le cas est un peu particulier, donc il faut du temps pour s'occuper de cela. Se rendant compte que les monuments historiques prennent de plus en plus de pouvoir sur le patrimoine français, les édifices diocésains et le ministère des cultes se réveillent en 1848 et essayent de faire le bilan de dans quel état se retrouvent nos cathédrales, qu'est-ce qu'on a fait de bien, de pas bien. Et là, à ce moment-là, voici le constat. C'est Viollet-le-Duc qui s'occupe justement d'aller visiter les cathédrales d'État, et à ce moment-là, il se rend compte
que rien ne va et que les cathédrales sont dans un état encore pire qu'à la Révolution française. C'est-à-dire que même le vandalisme à côté de l'état de 1848, c'est rien du tout. Il se rend compte qu'on a gaspillé de l'argent à faire des travaux qui ne servaient à rien sur nos grandes cathédrales de France. On les a mutilées. Et un de ces exemples est justement la cathédrale de Reims, qui va subir une purge totale de sa façade occidentale pour le sacre de 1825 pour Charles X. Alors une purge, c'est simple, on fait monter des échafaudages et on va casser toutes les statues qui dépassent. Donc vraiment tout ce qui dépasse, parce qu'il ne faudrait pas que ça tombe sur le roi et sur toute la cour au moment où ils vont rentrer dans la cathédrale. Donc on purge de cette manière-là et c'est vraiment radical. Donc le vandalisme révolutionnaire et ça, c'est exactement, au final, c'est exactement la même chose. Et donc en 1848, Viollet-le-Duc, dans son rapport, alors là je vous ai mis un tout petit extrait, déclare que les grandes cathédrales ne présentaient partout que des amas de construction délabrés, rongés par 1000 causes de ruines. Depuis 30 ans, on n'a cherché qu'à masquer des ruines, rarement à les prévenir. Et donc à ce moment-là, effectivement, les cultes vont essayer de se réveiller un petit peu et faire ce qu'il faut. Malheureusement, ça ne marchera pas parce qu'au niveau budgétaire, les problèmes vont continuer. C'est un ministère qui est en faillite en permanence. Et donc, ils n'arrivent pas à se sortir et ils n'arrivent pas à respecter et à restaurer au final correctement. Donc, on va quand même proposer en 1840 de faire fusionner les cultes et les monuments historiques en espérant justement sauver les cathédrales à ce moment-là. Le gouvernement refuse cette proposition de loi parce que l'Église de toute façon s'y oppose, parce qu'elle a peur de perdre son contrôle justement sur ces édifices et ces édifices majeurs. Donc les choses vont continuer et vont s'arranger très difficilement. Il va falloir attendre les années 1860-1870 pour voir une amélioration sur les travaux de restauration que le ministère des Cultes va appliquer sur les cathédrales. Par contre, pour toutes les cathédrales qui sont protégées par les monuments historiques, comme celle de Laon, les choses vont s'arranger assez facilement et les problèmes budgétaires ne vont pas être le problème le plus important. Parce qu'effectivement, les monuments historiques sauront faire des choix et sauront vers quels édifices ils doivent absolument, on va dire, parier pour les conserver. Et à partir de ce moment-là, toutes les cathédrales vont perdre véritablement leur statut de lieu de culte et vont gagner ce statut d'édifice de l'histoire, cette idée de l'édifice des arts, et surtout de l'art gothique en France, puisque les églises sont principalement gothiques dans notre pays. Et vraiment, le changement se fait et on s'en rend compte dans les discours, que ce soit aussi bien dans les érudits que dans les élus locaux, qu'au niveau du gouvernement, on perd tout doucement cette notion du religieux va s'enfuir. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on se rend compte le plus. De toute façon, les cathédrales appartiennent à tous, qu'on soit catholique, qu'on ne le soit pas. De toute façon, elles font partie de notre histoire, de notre patrimoine. Et c'est aussi pour ça qu'on continue de les protéger, de les entretenir. Et c'est effectivement ce basculement de statut qui va sauver Notre-Dame de Laon et qui va permettre l'enclenchement des grandes restaurations. Donc avant d'en parler, je surveille l'heure quand même, avant d'en parler, je vais vous expliquer comment la restauration de Viollet-le-Duc va changer la donne au XIXe siècle. C'est Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc qui est un architecte et qui va devenir architecte restaurateur. Il est l'homme qui va théoriser la restauration, qui va créer le mot même de restauration, et il va la créer pour tous ses aspects. Donc au niveau administratif, c'est lui qui va beaucoup aider justement le ministère des Cultes à mettre en place une vraie administration, et aussi les monuments historiques, parce qu'il travaille pour les deux. Et il va créer aussi la restauration au niveau économique, au niveau technique et au niveau esthétique. C'est-à-dire qu'il connaît la restauration pour tous ses aspects. Et il va transmettre comme ça sa théorie aux autres architectes. Et après, tout le monde va copier tout simplement. Il va appliquer
ce qu'il a créé vraiment et ce qu'il a sorti de ses connaissances personnelles, de ses nombreux voyages en France. C'est un homme qui s'intéresse à énormément de choses et dont la biologie, et il va toujours comparer les édifices et surtout les églises à des organismes vivants. Et c'est comme ça que la restauration est créée au final. On a un mal qui ronge un monument. Quel est ce mal ? Quel impact il a sur tous les autres organes ? Et donc on soigne un organe et on essaye que ça ait un impact sur tous les autres. Donc ça c'est assez intéressant. Au niveau économique, il va vraiment changer la donne. Le but pour lui est d'arrêter tous ces petits travaux qu'on faisait avant. On a une fuite au niveau de la toiture, on change la toiture. On a un vitrail qui est en train de tomber, on change le vitrail. Non, lui, ce qu'il veut mettre en place, c'est ce qu'on appelle le projet de vie. Donc c'est vraiment un document qui reprend tout ce qui ne va pas dans la cathédrale et tous les travaux qu'on doit apporter pour répondre aux problèmes. Donc les projets de vie sont des documents assez énormes. Ça mélange le rapport de l'architecte, beaucoup d'explications techniques et en même temps toute la partie financière parce que tout est calculé au centime près, pour que lorsque le projet est confié à l'administration, que ce soit les cultes ou les monuments historiques, on sache précisément combien va coûter la restauration et sur combien d'années la restauration va se faire. Donc c'est un projet qui est énormément travaillé. Quand je vous dis effectivement que sur l'an, il a fallu 13 ans avant de tout mettre en place, parce que énormément d'experts vont venir, les experts en plus vont se contredire, et donc pour mettre en place et pour écrire le projet de vie qu'Émile Boswitval va mettre en place, il a vraiment fallu un temps de réflexion assez important à l'architecte, et encore, quand il va commencer les travaux, en plus il va avoir de mauvaises surprises, parce qu'à l'époque on n'a pas la même vision, on va dire, qu'aujourd'hui, on ne peut pas monter partout, malheureusement. Donc le projet de restauration est vraiment quelque chose qui répertorie toutes les phases de travaux. Il doit être classé selon les zones d'urgence, donc la plus urgente en premier et tout ce qui est insignifiant à la fin, parce que ça peut être fait en dernier de toute façon. Et le but est de toujours commencer par la zone la plus dégradée et ensuite de remonter tout l'édifice jusqu'à la fin, jusqu'au bout du monument, et on travaille toujours extérieur et intérieur en même temps. Donc ça, tout est expliqué comme ça, et tout est calculé, effectivement, au centime près. Viollet-le-Duc va standardiser vraiment la restauration, c'est un vrai travail en série, au final, qui met en place. Et donc, pour ça, il calcule le coût de tout, et il multiplie par le nombre de zones qu'il doit restaurer. Donc son exemple le plus clair, c'est les arcs-boutants. Donc l'économie du chantier, il l'imagine en faisant le projet de restauration de Notre-Dame de Paris. Il va aller vérifier tous les arcs-boutants, il va prendre celui qui est le plus abîmé, il va faire le devis pour celui-là, il sait qu'il y a un nombre certain d'arcs-boutants, ce prix pour un arc-boutant sera multiplié par le nombre d'arcs-boutants et on sait que la restauration de tous les arcs-boutants, ça coûtera ça. En réalité, ça ne coûtera jamais ça. Ça, c'est le prix maximum s'ils étaient tous abîmés de la même manière. En réalité, ils ne le sont pas. Selon qu'on est au sud, qu'on est au nord, les arcs-boutants ne sont pas abîmés du tout de la même façon. Certains n'auront pratiquement pas besoin de restauration, et ceux-là, on va économiser de l'argent dessus. Par contre, certains, on va peut-être avoir des mauvaises surprises, et au final, vont nous coûter plus cher. Mais comme le budget est vu à la hausse, et vu sur la tranche maximum, on est persuadé de ne jamais dépasser ce budget-là, pour les arcs-boutants. Et c'est vraiment fait pour avoir toujours de l'argent de côté pour les imprévus. Parce que Viollet-le-Duc sait très bien qu'il y aura toujours des imprévus. Puisqu'on ne peut pas monter forcément partout, et donc on ne peut pas non plus être à l'intérieur même de l'arc-boutant. Donc quand on commence à démonter les pierres, on va se rendre compte que certaines pierres sont beaucoup plus abîmées que ce qu'on croyait, et donc ça veut dire qu'il va falloir tout changer à ce moment-là. Et donc effectivement, il a toujours
il a toujours des finances qui sont mises comme ça de côté, on va dire un peu une caisse noire, sont là en cas de problème. Et donc ça, c'est relativement bien expliqué, et donc il conseille vraiment tous les architectes de faire exactement la même chose, de ne pas faire à l'économie, non, de faire au maximum, parce qu'au moins comme ça, si on a des travaux surprises, on reste quand même dans le budget de départ qu'on a donné à l'administration, et on ne dépasse pas. Pour la cathédrale de Laon, qui est notre exemple, ça a très bien fonctionné. Émile Bosilwald, effectivement, a très bien calculé son budget et a vraiment respecté les tranches et les subventions qui étaient données à la cathédrale tous les ans. Alors, pour la thèse, j'ai fait un petit calcul. Ça n'a pas été une mince affaire, mais effectivement, voici le budget des restaurations, donc des 3 cathédrales sur lesquelles j'ai travaillé sur le 19e siècle. Donc, sachant que pour la cathédrale donc, de Paris, on est sur une vingtaine d'années seulement de travaux. Et là, le budget, c'est intérieur-extérieur, parce que Viollet-le-Duc restaure tout en même temps. Donc, on ne peut pas différencier les deux. La restauration en 1864 est terminée. Par rapport à son budget d'origine, il l'a dépassé d'environ 1 million de francs. Donc, c'est pas négligeable, mais l'État n'était pas celui auquel il s'attendait quand même au départ. Pour Notre-Dame de Reims, on est sur un calcul qui a été plus compliqué parce qu'entre 1809 et 1875, les travaux sont faits au compte-gouttes. Il n'y a pas un grand projet de restauration. C'est-à-dire que quelque chose ne va pas, on le restaure. Et malgré le passage de Viollet-le-Duc entre 1860 et 1874, il n'arrivera pas à convaincre le ministère des Cultes qu'il faut vraiment entamer une restauration d'envergure sur la cathédrale de Reims. Les choses s'arrangent entre 1875 et 1914. Et donc le budget total, effectivement, est de pratiquement 6 millions de francs. Et en 1914, le 19 septembre, lorsqu'elle va partir en fumée, la restauration n'est pas terminée. Il y a encore la tour sud de façade à faire, et il y a encore le transept à faire aussi. Donc la Première Guerre mondiale va complètement casser le projet de restauration, et en plus ne va pas arranger le problème. Et Notre-Dame de Laon, restauration effectivement relativement exemplaire entre 1853 et 1914. Année à laquelle elle sera terminée juste avant le premier conflit mondial. On aura retiré les échafaudages à temps. Et donc là, on est sur environ 6 millions de francs. Donc après, on est sur la cathédrale de Laon, est beaucoup plus petite que les deux autres. Donc ça explique aussi la différence forcément de prix des matériaux. On est aussi sur un calcaire qui vient de plus près, et sur un calcaire qui est d'une qualité un peu différente, mais qui est celui de la cathédrale. Donc les prix changent aussi par rapport à ça, les prix des matériaux. Et puis sur Laon, on a une couverture qui est en ardoise, et on n'a pas une couverture de plomb, par exemple, comme pour la cathédrale de Reims, qui est une couverture de plomb. Donc c'est pour ça que les prix varient de cette manière. Mais ça vous montre quand même l'énorme sacrifice que fait l'État pour effectivement restaurer ces plus grandes cathédrales, sachant qu'à l'époque, toutes les cathédrales seront restaurées. Donc toutes celles qu'a pris sous son aile les monuments historiques, et toutes celles qui sont les cathédrales d'État qui appartiennent donc au ministère des Cultes. Donc quand même un financement assez important, et donc on ne va vraiment pas négliger à l'époque notre patrimoine national. Il faut savoir que entre 1853 et 1870 environ, vous avez le budget des monuments historiques qui est de moins d'1 million par an. Ça veut dire que, et tous les ans, les monuments historiques vont verser 100 000 francs à la cathédrale de Laon. Et au début, c'était 1/8 de son budget. Ça veut dire qu'en 1853, ils misent énormément sur la cathédrale de Laon et ont vraiment peur, effectivement, que la cathédrale ne résiste pas à son état. Donc ça montre effectivement la valeur incroyable. Aujourd'hui, vous avez peut-être l'impression que la cathédrale de Laon est un peu abandonnée. Et ça donne cette impression-là, mais en tout cas, au XIXe siècle, on se rend compte que c'est une cathédrale d'importance, et c'est pour ça qu'on mise énormément sur sa restauration.
et on veut absolument la conserver. Donc au niveau administratif, les choses s'arrangent à partir de 1905-1906, puisque toutes les cathédrales, c'est la loi de séparation des églises et de l'État, toutes les cathédrales sont à ce moment-là classées monuments historiques et elles passent toutes sous la protection du service des monuments historiques, ce qui fait que les dernières années de restauration, par exemple la cathédrale de Reims, sont des années de très très gros travaux et on va essayer d'en faire le maximum. Parce que effectivement, c'est plus la même administration qui la gère, et l'administration qui la gère a vraiment conscience de ces problèmes. Pour Laon, ça ne change rien. Mais parce qu'elle, effectivement, elle est bien tombée quelque part depuis le début, elle est dans le bon service, dans la bonne administration. Alors maintenant, je vais vous parler du défi technique. Je vais me dépêcher un petit peu. La restauration, je pense que vous savez tous plus ou moins ce que c'est. Effectivement, Viollet-le-Duc va la créer. Sa grande phrase, je me rends compte qu'il y a une erreur dans mon PowerPoint, je suis désolée. Donc sa grande phrase, le mot et la chose sont modernes. Restaurer un édifice, ce n'est pas l'entretenir, le réparer ou le refaire, c'est le rétablir dans un état complet qui peut n'avoir jamais existé à un moment donné. Alors, cette phrase-là n'a pas toujours été bien interprétée. Si on y fait vraiment attention, effectivement, une restauration, c'est pas un entretien, parce qu'un entretien, ça veut dire vider les gargouilles, vider les chéneaux, et puis regarder si tous les vitraux vont bien. La réparer non plus, parce que c'est ce qu'on faisait avant. Au début du 19e siècle, et la réparation, c'est pas la même chose que la restauration. Réparer, ça veut dire qu'on bricole un peu autour de la pierre, on fait en sorte de ne pas trop y toucher parce qu'on a peur. Non, la restauration, c'est des travaux d'envergure qui, effectivement, doivent rétablir l'édifice dans un état le plus sain possible et, si possible, dans un état qui aurait existé, mais si on n'a pas assez de connaissances pour ça, on fait de son mieux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que nos cathédrales sont les mêmes que celles du XIIIe siècle. Non, parce que vous avez tout le XIXe qui est passé dessus, et malheureusement, le XIXe siècle a créé énormément de choses sur les cathédrales. Et donc c'est pour ça qu'on a perdu aussi le message religieux, et certaines choses ont été perdues à cause de ça, parce que le XIXe siècle a réinterprété pour pouvoir restaurer et rendre des édifices, on va dire, corrects à la nation. Alors les restaurations avant Viollet-le-Duc, la restauration Viollet-le-Duc, ça n'existe pas en réalité, c'est ce qu'on appelle les gros travaux. Grosse réparation. Les architectes qui travaillent pour les bâtiments civils, pour le service des cultes à l'époque, sont des architectes qui ont une formation sur la construction architecturale, mais qui n'ont pas de connaissances sur les bâtiments anciens. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils appliquent ce qu'ils connaissent de la construction, ils l'appliquent à des monuments qui existent déjà, et ils essaient vraiment de bricoler ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. Et au final, ils vont utiliser beaucoup les nouveaux matériaux pour essayer comme ça de réparer des zones qui sont très abîmées, mais on va se rendre compte très vite que ce n'est pas possible à l'époque. On ne peut pas réparer la cathédrale avec des matériaux qui sont contemporains, qui sont du 19e siècle, sinon ça dégrade encore plus les matériaux anciens. Et au final, entre 1810 et 1850, tout ce qu'on va faire, ça va abîmer encore plus les édifices, ça va vraiment pas les aider. Donc pour la cathédrale de Laon, par exemple, on va appliquer du mastic, du ciment, on va plâtrer, on va essayer de combler les lézards, les fissures au maximum, mais au final ça cache le problème et ça ne règle rien. Donc la dégradation continue comme ça. On va aussi pas forcément toujours utiliser du bon calcaire, ça veut dire qu'on va aller chercher ça dans des carrières qui sont ouvertes au 19e siècle sans réfléchir que les calcaires ont des différences de porosité, des différences de résistance au gel et à la chaleur. Et si on n'utilise pas le même calcaire que celui qui a servi à la construction de la cathédrale, vous avez donc deux calcaires qui sont différents, qui ne résistent pas de la même manière au gel et à la chaleur. Et donc le calcaire ancien est souvent celui qui résiste le moins bien. Et donc c'est ce calcaire-là qui va se détériorer encore plus.
Donc on n'a pas de connaissances tout ça sur la géologie, et ça au début du 19e siècle, on ne sait pas, et c'est vrai que les architectes font ce qu'ils peuvent pour essayer de faire en sorte que les travaux soulagent l'édifice, mais en même temps il faut qu'il soit le plus invisible possible, parce que c'est le ministère des Cultes impose cela, il ne faut pas que ça se voit, absolument pas. Et en même temps, il ne faut pas qu'il soit invasif. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il pénètre trop profondément dans l'épaisseur des murs. Donc tout doit rester toujours en surface. Donc, et c'est pour ça qu'en 1848, le constat de Viollet-le-Duc est vraiment catastrophique. Puisqu'on répare la surface. Par exemple, à la cathédrale de Paris, la façade est tellement abîmée qu'on va plaquer du calcaire dessus. Donc on va enfoncer, on va mettre des plaques de calcaire qui font quelques centimètres d'épaisseur, qui sont vissées directement dans les murs de la façade. Donc on recouvre comme ça, on met du plaquage, puis on se dit comme ça va faire illusion, c'est pas grave. Mais au final, c'est encore pire, puisque le calcaire derrière ne respire plus, le mur commence à gonfler d'eau, et quand on retire le plaquage, c'est l'effondrement total. Donc, et pourtant, à l'époque, on pensait que ça fonctionnait. Donc, c'est la preuve que c'est pas toujours possible. Il faut attendre le 19 février 1849 et la publication de l'instruction pour la conservation, l'entretien et la restauration de ces édifices, et particulièrement des cathédrales. Cette instruction a été rédigée par Viollet-le-Duc et Prosper Mérimée, qui sont les deux grands spécialistes de l'époque. C'est le nouveau directeur du ministère des Cultes qui va demander à ces deux experts de produire un document technique que tous les architectes qui travaillent pour son service doivent suivre absolument pour faire en sorte que les cathédrales soient restaurées le mieux possible. C'est le seul document technique qu'on connaît. Tout simplement parce que lorsque vous lisez les rapports des architectes diocésains ou des architectes des monuments historiques, ils expliquent très peu les techniques vraiment qu'ils utilisent pour restaurer. On vous donne la quantité de calcaire, on vous donne la quantité de ciment, le plomb et le reste, mais on ne vous explique pas comment se passent vraiment les choses sur le chantier. Et donc il faut lire cette instruction pour comprendre chaque étape. Et c'est vraiment Viollet-le-Duc, grâce à son expérience, à la Madeleine de Vézelay et ensuite à Notre-Dame de Paris. C'est grâce à ça qu'il peut vraiment rédiger ce document. C'est un document qui a 65 articles en tout et il normalise tout. Ça veut dire que l'installation des ateliers, l'installation des bureaux, comment monter les échafaudages, il donne des règles sur tout. Comment rédiger les documents, où les documents doivent être conservés pour qu'il n'y ait pas de problème d'incendie, de disparition, des plans, des rapports, les devis. Et après, vous avez toute la partie véritablement technique avec la maçonnerie, les couvertures, le plomb, les gouttières, les vitraux, et vous avez tout comme ça qui est réglementé. Donc c'est vraiment un document important à l'époque, et surtout tous les projets de vie doivent être faits et doivent respecter cela. Ça veut dire que le ministère des Cultes lit les projets de vie pour des nouveaux travaux. Si ça ne respecte pas les règles que Viollet-le-Duc a mis en place, il refuse directement le projet. Et donc tout doit être refait. Donc au moins comme ça, ils savent à qui donner de l'argent et à qui ne pas en donner. Et donc certains architectes vont se faire remercier comme ça et vont être virés tout simplement du service pour non-respect. Et ce sera le cas de Jean-Jacques Arveuf, qui est l'architecte de Notre-Dame de Reims. Donc il est l'architecte depuis la fin des années 1840 et en 1860, il ne respecte pas les règles de Viollet-le-Duc. Le ministère des Cultes et Viollet-le-Duc rentrent dans une grande colère parce qu'il ne veut rien savoir. C'est un homme qui est plus âgé que Viollet-le-Duc, il estime qu'il a une expérience aussi importante et tout. Et le problème, c'est que comme il ne fait pas ce qu'il faut faire pour sauver la cathédrale de Reims, Viollet-le-Duc le vire. Et c'est lui qui prendra sa place. Donc, il n'a même pas eu le temps de discuter, il ne s'est même pas fait rembourser ses derniers frais de transport. Donc, au moins, c'était clair. Voilà. Il n'a même pas eu le droit à ça. Donc, il faut savoir que dans l'instruction, vous avez aussi l'utilisation des matériaux, tous les matériaux nouveaux,
qui sont utilisés dans la construction moderne sont complètement interdits par Viollet-le-Duc et par Mérimée. Pourtant, on a des exemples contraires, et on en a un justement sous nos yeux, là-haut sur la butte. On a la charpente en fer de Notre-Dame de Laon. Donc effectivement, c'est Émile Boswillwald qui va la mettre en place, malgré l'instruction. Il veut mettre en place une charpente en fer qui est plus légère que le bois, mais surtout qui résiste mieux aux incendies. Et parce qu'il a en tête l'incendie qui a eu lieu à Notre-Dame de Chartres en 1836, il était à ce moment-là l'inspecteur de la cathédrale, et la charpente à Chartres venait d'être posée, et elle a été victime d'un incendie, il a fallu entièrement la refaire. Et donc il a tellement été perturbé par cet épisode qu'il a donc décidé à Laon de mettre en place une charpente en fer. Autre exemple aussi, mais là à Reims, le béton normalement et le ciment armé est interdit comme matériau d'utilisation, et à Reims pourtant on va soulager la Grande Rose en mettant une épine au-dessus d'elle, une épine en ciment armé. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui vous avez la rose de la cathédrale, vous avez les pierres de façade, mais dans toute l'épaisseur de la façade occidentale au-dessus de la rose, c'est plus des pierres de calcaire, c'est toute une structure, ce qu'on appelle l'épine de ciment armé, c'est toute une structure en ciment armé qui soutient en réalité les tours, et qui soutient et qui protège la rose d'un écrasement possible. Donc ça a été une grosse entreprise mise en place à l'époque, c'était très très moderne, ça a été mis en place en 1906. Et c'est une des choses qui a sauvé la rose lors de l'incendie en 1914. Donc effectivement, Viollet-le-Duc, lui, il préconise d'utiliser le travail originel. Donc il faut revenir à la même façon dont on taillait la pierre au Moyen-Âge. Les ouvriers doivent essayer de tailler de la même façon, avec si possible les mêmes outils. Donc on a vraiment un retour comme ça sur le travail artisanal. Le but effectivement est de faire en sorte que la restauration et les marques sur les pierres se fondent en réalité avec la pierre ancienne. Donc si on a le même outil et si on a effectivement le même sens pour tailler, les pierres restaurées vont se fondre à l'intérieur, même si souvent elles sont plus claires. Mais pour ça on utilisera ce qu'on appelle des vernis pour essayer de les vieillir. Il faut faire en sorte aussi que la pierre soit taillée exactement de la même taille, même si c'est pas les mêmes carrières, même si les carrières ont des lits qui avaient des lits de carrières plus épais, on retaille absolument les pierres dans exactement le même format pour qu'en façade ça ne se voie pas du tout. Et c'est ce qui fait faire pour la cathédrale de Paris, ce qui a fait dépenser beaucoup d'argent supplémentaire justement. Parce qu'il a fallu retailler tous les blocs. Donc tous les blocs sortaient de la carrière, ils étaient prêts à être posés, et il les faisait entièrement retailler sur le chantier pour que ça ait exactement le même aspect que la pierre d'à côté, la pierre ancienne. Donc il était vraiment très minutieux là-dessus. Et donc c'est ce qu'on va mettre en place de toute façon partout. Et Émile Boswillwald à Laon va faire très très attention à ça aussi, de faire en sorte que les matériaux soient les mêmes. Et donc c'est pour ça qu'à l'époque on allait chercher déjà le calcaire à Saint-Leu, donc dans l'Oise, puisqu'effectivement c'est le même calcaire que celui de notre région. Autre chose qui est mis en place par l'instruction, c'est l'assainissement de l'environnement proche du monument. Donc le but est de vider les cathédrales de toutes les maisons parasites qui se sont installées un petit peu partout autour d'elles, et donc qui empêche l'évacuation correcte des eaux, et qui fait que toutes les eaux pluviales stagnent au pied des cathédrales et donc remontent dans les murs et font pourrir au fur et à mesure la maçonnerie. Donc pour toutes les cathédrales, il y aura des grandes campagnes comme ça de destruction de toutes les maisons qui se sont collées entre les contreforts. Donc que ce soit à Paris, Reims et donc Laon. Vous avez aussi le même phénomène si vous connaissez pour certains Saint-André de Bordeaux. Là par contre on a tellement isolé la cathédrale qu'elle est au milieu d'un grand rond-point. Bon, c'est pas très joli, mais en tout cas maintenant elle est protégée de cette manière. Mais effectivement on assainit au maximum l'environnement. Alors il y a aussi une autre volonté à ça, c'est de mettre en place une certaine sacralisation autour du monument, un peu une mise en scène. On fait en sorte de le dégager comme ça du maximum de bâtiments pour que quand on arrive dessus, on puisse le voir de tous les côtés
si c'est possible, et puis on puisse vraiment avoir un aspect monumental. Il faut que la façade, effectivement, que toute la puissance de la façade, comme ça, vous écrase d'un coup quand vous arrivez devant. Et si vous avez plein de petits édifices autour, cet aspect-là perd beaucoup de son... de sa sacralité. Il faut savoir qu'à l'époque, à partir du Moyen-Âge, on construit beaucoup d'échoppes entre les contreforts, tout simplement parce qu'on est persuadé que ça va protéger votre commerce et que plus près vous êtes de Dieu, mieux c'est, forcément. Donc, c'est beaucoup de petits commerces qui sont construits comme ça au pied des cathédrales. Et au 19e siècle, on va vraiment virer tout le monde. Donc ça c'est pareil, c'est assez perturbant pour l'époque parce que ça veut dire qu'il faut délocaliser des gens habitent dans leur commerce aussi, donc souvent habitent au-dessus de leur commerce. Donc pour Laon par exemple, il va y avoir une grande campagne d'expropriation, c'est la ville qui va acheter toutes les maisons et qui va vraiment exproprier tout le monde et donc toutes les maisons seront détruites les unes après les autres. Ça va prendre quand même un certain temps, les dernières seront détruites en 1892. Sachant qu'en plus, il faut libérer l'espace, tout simplement parce que sinon on ne peut pas installer les échafaudages et on ne peut pas installer le chantier de la cathédrale correctement. Donc c'est assez important de démolir les bâtiments parasites. Donc au niveau de la cathédrale de Laon, tout ce que met en place comme ça Viollet-le-Duc va être vraiment bien appliqué par Émile Boeswillwald. Et surtout pour la façade. Ensuite pour le reste, c'est vrai que ça va un peu aller facilement à sa restauration. À l'époque, Émile Boeswillwald est un grand architecte restaurateur. Il arrive au chevet de la cathédrale de Laon en 1852, il y restera jusqu'en 1896, c'est l'année de sa mort, et ensuite c'est son fils qui reprendra pendant quelques années le chantier, et ensuite Émile Brunet jusqu'à la Première Guerre mondiale. Son but est effectivement de consolider et de conserver la cathédrale et de faire en sorte de la rendre dans un état d'équilibre parfait. Parce qu'à l'époque, elle est déséquilibrée. Son point faible, c'est sa façade occidentale. Elle menace vraiment de s'effondrer sur le parvis. C'est pour ça que beaucoup d'experts sont venus, parce que beaucoup d'experts ont proposé des solutions totalement différentes pour essayer de la remettre dans son axe et de raccrocher la façade à la première nef, à la première travée de nef. Émile Boeswillwald va proposer, on va dire, le projet le plus convaincant. Et il va entièrement démonter la façade et il va entièrement la remonter. Alors là, ça se voit pas. Non, ça se voit pas très très bien. Donc ça c'est un des projets qui a été, c'est la façade telle qu'elle était à l'époque. Donc c'est Léon Bier qui était un inspecteur aussi pour les bâtiments civils. Donc quand il est arrivé, pour lui c'était une catastrophe. On pensait que c'était même pas la peine de la conserver, parce que pour lui c'était horrible. Donc tout est lézardé et surtout tous les piliers sont en génuflexion, c'est-à-dire qu'ils sont complètement pliés vers l'intérieur. Ils ne supportent plus le poids de toute façon de la façade et des voûtes. Donc je vous ai mis voilà, donc là ici vous avez une coupe et on voit les fissures qui apparaissent. Donc ça c'est un des exemples des nombreux piliers qui sont dans cet état-là. À partir de 1853, donc on a les premières subventions, on a 100 000 francs par an. Avec ça, Boeswillwald va essayer d'entièrement restaurer la façade et sa restauration va durer jusqu'en 1865. Donc c'est pas une petite affaire. Les premières années, 1853-54, il va d'abord mettre en place tous les murs provisoires et tout le système d'étaiement en fer pour pouvoir soutenir la façade. Donc il va installer des murs partout. La rose va être entièrement bouchée, tous les portails vont être protégés par du papier gris pour protéger ce qui reste de sculpture, et on va créer des arcs portants à l'intérieur de la cathédrale supplémentaires sur la première travée pour tenir de cette manière-là la façade et pouvoir la démonter. Et à partir de 1854, il va démonter la cathédrale, la façade pierre par pierre. Il commence par le sommet de la tour sud et tout va partir comme ça. Et comme il a créé tout un système d'étaiement, il n'y a normalement aucun problème. Et au passage, il commence à refaire les fondations. N'oublions pas, parce que les fondations, c'est
c'est pas facile à Laon non plus, et ça il va s'en rendre compte un peu trop tard, malheureusement. Et donc effectivement, il commence par démonter les escaliers, il va démonter les murs, et il va restaurer comme ça, morceau par morceau, et la façade va être entièrement démontée et va remonter, tout simplement. Donc, alors, tout simplement, bon, ça paraît tout simple comme ça, voilà. Voilà, je vous dis ça comme ça paraît simple. Ça, c'est un petit schéma. Donc, alors, Émile Boswilbald, il n'était pas un grand passionné des très grands plans, ce qui est bien dommage. Par contre, il aimait bien faire plein de petits schémas comme ça à l'intérieur des rapports ou sur du papier volant. Donc, ce qui n'est pas toujours facile parce que pour les historiens d'art, on préfère avoir des beaux grands plans pour bien travailler dessus. Et donc ça, par exemple, c'est le système d'étaiement. Ça veut dire que là, vous avez les grandes barres et donc tous les piliers qui sont censés soutenir le pilier d'à côté. Et donc ça, il va en monter partout. Ça veut dire qu'il laisse suffisamment d'espace pour juste faire passer un homme. Donc il donne des consignes en plus de sécurité très précises. Les ouvriers doivent faire très attention. Plus personne ne doit rentrer dans la cathédrale. Elle est complètement condamnée. Et donc il n'y a que les ouvriers. Et donc, les espaces entre les étais de fer ne permettent de faire passer qu'un homme. Et donc, comme ça, on peut circuler, mais il faut surtout toucher à rien et il faut faire en sorte que le système d'étaiement tienne le mieux possible. Donc, c'est effectivement assez impressionnant. 1855, il a les premiers résultats. La tour sud est sauvée. 1856, ce sera la tour nord. Et ensuite, tout le reste de la façade sera repris, effectivement, jusqu'en 1864. Sachant qu'à partir de 1854, il va commencer la reprise en sous-œuvre. Et là, les fondations, ça va durer, effectivement, entre une dizaine d'années, pour reprendre entièrement les fondations de la façade et de la première travée nef. Bien sûr, il a des mauvaises surprises, vous devez tous le savoir, on a beaucoup de souterrains, voilà. Et on a un sol, la butte, son sol est assez particulier, et effectivement la cathédrale en été s'enfonce au fur et à mesure dans son sol. Donc il faut savoir qu'il y a énormément de travaux qui sont faits depuis le 17e, je crois même 16e, on a des inscriptions sur certains piliers, donc on connaît très bien le problème, et on essaye de le réparer au maximum depuis très longtemps, mais au 19e, il faut effectivement tout refaire, et toutes les fondations seront entièrement reprises sur la cathédrale. Donc un vrai travail en souterrain. Malheureusement, Boswilbald a très très peu documenté sur ce travail-là. On n'a pas de documentation et par rapport à Reims, on n'a pas eu de campagne photographique. C'est-à-dire qu'on n'a pas de photos du chantier. Ce qui est dommage parce que ça nous permettrait de savoir les choses qu'il a vraiment créées aussi comme ça à l'intérieur. Et donc, à l'intérieur de la façade, il va créer l'arc. Alors, j'ai pas mis de photo, je suis désolée. Donc, l'arc que vous connaissez tous, c'est celui sur lequel est posé l'orgue. En réalité, c'est une construction 19e, ça n'existait pas. Donc, il crée un arc qui monte jusque dans les voûtes de la première travée. Donc, il y a 4 grands piliers d'entrée, c'est par lesquels on passe. Ensuite, vous avez la tribune de l'orgue qui est fait pour soutenir la rose. Et après, ça finit par un immense arc qui sert à soutenir de manière secondaire les voûtes. Et donc, la première travée. Et donc, ça, c'est une vraie construction 19e. Ça n'existait pas avant. Émile Boswilbald est bien conscient que ça va dénaturer la cathédrale, mais c'est indispensable pour sauver l'édifice. Et donc c'est pour ça qu'il va mettre en place un arc avec une architecture et un décor le plus simple possible, parce qu'il y a eu des projets assez farfelus, donc avec beaucoup de sculptures et autres qui n'allaient pas du tout avec le style de la cathédrale de Laon. Et donc lui effectivement va mettre en place quelque chose de très simple, de très neutre, pour qu'au final quand on rentre, on ait l'impression que ça a toujours été là. Et apparemment certains le croyaient. Donc à ce moment-là, 1865 c'est terminé et entre soit 1865 et 1882 on va commencer la statuaire. Et donc là toute la sculpture va être refaite. C'est la dernière étape de la restauration. Quand on a fini le gros œuvre, on commence la statuaire. Et ça, je vais vous en parler dans les 5 minutes à venir. Je ne sais pas si je vais réussir à terminer. Entre 1865 et 1914, Boswilbald va remonter la cathédrale travée par travée. Ça veut dire que chaque année, il va restaurer une travée entière. Tout simplement. Et chaque année, il recevra 100 000 francs et il fera en sorte que ça rentre pile poil dans le budget. Et donc tout sera restauré comme ça jusqu'au cœur. Et entre 1900 et 1914, on va restaurer les transepts et la tour lanterne. Ce sont les dernières choses qui sont faites avec la charpente.
Et à ce moment-là, la cathédrale est entièrement rééquilibrée. Alors c'est tout simplement un effet domino, hein. Donc ça c'est Viollet-le-Duc l'explique très bien. Si vous partez de la zone la plus dégradée et qu'après vous restaurez la zone d'à côté, l'effet domino et l'effet domino remonte jusqu'à la fin de l'édifice. Et donc on fait en sorte de rééquilibrer comme ça tout le monument. Donc c'est assez important de faire le travail comme ça. Dernière chose qu'Émile Boswell est obligé de modifier en profondeur, ce sont les arcs-boutants. Les arcs-boutants seront abaissés tout simplement parce qu'ils ne sont pas pointés sur le point de poussée des voûtes. Ils sont trop hauts. Et donc c'est pour ça que les voûtes en réalité se détériorent beaucoup trop vite, parce que les arcs-boutants en réalité c'est comme s'ils servaient à rien. Ils sont là mais ils sont pas au bon endroit. Donc il va les restaurer et il va les abaisser un peu pour qu'ils soient justement sur l'angle de poussée et faire en sorte pour ça que les voûtes ne se fissurent plus. Ce qui permettra pour la nef de retirer tous les tirants de fer qui étaient présents depuis normalement le 15e, 16e siècle. Ils sont avérés par certains écrits depuis cette époque-là. Donc à l'époque, la voûte, juste au-dessus des plus gros chapiteaux, était traversée par d'immenses tirants de fer sur toute sa longueur de nef, sur toute la largeur de nef, et c'est ce qui permettait de tenir les maçonneries et donc les piliers de cette manière. Et donc Boswell assure qu'il sera capable de tout retirer si on déplace le point de poussée, enfin les points de retenue des arcs-boutants. Alors ça, pareil, dans l'instruction, Viollet-le-Duc en parle, les arcs-boutants, c'est un peu sa passion, il adore ça, il a fait des centaines de plans pour Notre-Dame de Paris. Il les a dessinés dans tous les sens, parce que pareil, à Notre-Dame de Paris, ils étaient mal situés. Et c'est vraiment un élément, pour lui, c'est vraiment l'élément, c'est un peu la colonne vertébrale de la cathédrale. C'est-à-dire que si les arcs-boutants ne sont pas bons, votre cathédrale ne peut pas tenir d'une manière ou d'une autre. Et c'est vraiment important de travailler sur cet élément-là à l'époque. Alors, je vais finir sur le défi esthétique. Je vais devoir un peu passer, je pense, parce que sinon je suis vraiment trop en retard. Donc, je suis désolée. Donc, pour tout ce qu'on vient de voir, la restauration de Viollet-le-Duc, c'est une très très bonne restauration. Ça fonctionne très bien, il sait ce qu'il fait, il comprend les problèmes de géologie, les matériaux. Au niveau de la maçonnerie, et de ce qu'on appelle l'architectonique, il est très doué. Le seul problème de la restauration selon Viollet-le-Duc, c'est tout ce qui est statuaire. Et c'est là où effectivement ça pose des problèmes, tout simplement parce que Viollet-le-Duc crée une restauration qui est standardisée et qui est un peu universelle, et malheureusement la statuaire et surtout le message religieux que transmet la statuaire d'une cathédrale, ce n'est pas universel et ce n'est pas standardisé. Et donc on ne peut pas appliquer sa restauration à la lettre. Malheureusement, c'est ce que feront les artistes à l'époque, parce qu'ils suivent effectivement les consignes, et parce qu'à l'époque c'est le seul qui parle de ça. Il n'y a pas vraiment d'autres personnes qui connaissent la restauration. Et au final, sur certaines cathédrales aujourd'hui, on a perdu le message religieux, tout le message liturgique est complètement fondu et flou à cause de ça. Et donc à Laon, c'est clairement le cas. Donc on n'a plus le message. Le message originel n'est plus le bon. Donc à Laon, on a perdu toutes nos statues à cause d'un décret de 1799 qui a demandé que toutes les statues géantes soient détruites. Apparemment 2 ont été sauvés, mais pour Viollet-le-Duc et Émile Boswell, ce n'était pas le cas en tout cas à l'époque. Et donc lorsque les travaux sur la façade occidentale entre 65 et 82 se passent, effectivement vous avez un des plus grands artistes de l'époque. Il faut savoir qu'à Laon, vous avez les plus grands artisans, les plus grands ouvriers qui viendront travailler sur le chantier de Laon. Cet artiste, c'est Adolphe Victor Geoffroy de Chaume. Il a travaillé à la Sainte-Chapelle, il a travaillé à Notre-Dame de Paris, à Notre-Dame de Chartres. Et donc, il vient effectivement prêter main forte à Émile Boswell, qui est un grand ami à lui, pour rendre les statues de la cathédrale de Laon. Si on suit les théories de l'époque, Viollet-le-Duc va créer ce qu'on appelle la classification des édifices religieux. Ça veut dire qu'il crée des groupes types.
toutes les cathédrales qui ont été construites à la même époque sont mises dans le même groupe et si on a un problème sur une de ces cathédrales, on doit s'inspirer de celles qui sont dans son groupe à elle. Et donc c'est comme ça que Laon et Chartres sont affiliés. Et donc c'est comme ça que Geoffroy de Chaume va copier certaines statues de la cathédrale de Chartres et va tout simplement les copier-coller à Laon. Là où ça pose problème, au début, normalement, ça poserait pas de problème parce qu'effectivement, on sait que le chantier de Chartres a été fait juste après le chantier de Laon au XIIIe siècle, enfin 12e, 13e siècle, et que les artistes qui ont travaillé à Laon sont partis travailler à Chartres. Donc ça, jusque-là, tout va bien. Au niveau du style, ça fonctionne. Par contre, au niveau du message religieux, c'est pas tout à fait la même chose parce qu'on n'a pas les mêmes évêques. Et donc, on n'a pas le même chapitre, on n'a pas la même histoire locale. Donc, normalement, vous avez quelques subtilités qui devraient apparaître. Mais au XIXe siècle, ces subtilités-là, on va vraiment les oublier complètement. Et on va estimer que si ces deux cathédrales sont dans le même groupe, eh ben, on a toujours les statues à Chartres. Et il suffit tout simplement de les copier à Laon. Pour ça, à Laon, on lui rend sa statuaire. L'objectif, en final, c'est ça, c'est de rendre la statuaire. Sauf que, avec le temps et aujourd'hui, on a des fois un message qui n'est pas très clair, puisque c'est une création du 19e siècle. Alors, le portail qui pose le plus de problèmes, c'est le portail sud, aujourd'hui à Laon. Le portail central, vous devez le savoir, c'est couronnement de la Vierge, au tympan, dormition. Et donc là, on a copié le portail du transept nord de la cathédrale de Chartres et on a répercuté 8 prophètes de l'Ancien et Nouveau Testament qui sont Abraham, Moïse, Samuel, David, Isaïe, Jérémie, Siméon et Jean-Baptiste. Donc normalement, je vous ai mis une petite photo. Ah, non, d'accord, voilà. C'est ça. Donc d'un côté vous avez Chartres et de l'autre côté vous avez Laon. Voilà, donc ça c'est seulement un ébrasement de portail. Et donc nous avons exactement les mêmes. Alors avec quelques différences de position, mais sinon, vraiment si vous allez à Chartres, vous avez l'impression d'être devant le transept nord, vous avez l'impression d'être à Laon. C'est assez bluffant. Et donc, on a effectivement ces 8 personnages qui vont être comme ça incrustés à Laon pour le portail central. Pour le portail central, effectivement, on est sur une iconographie de la Vierge, donc ça peut être possible. C'est pas forcément un programme iconographique qui est si mal pensé que ça. Et effectivement, au XIIe, XIIIe siècle, tous les évêques ont peut-être choisi les mêmes prophètes pour ce type de portail. Ça, c'est possible. Si vous regardez bien, on a quand même beaucoup de similitudes, donc dans les barbes, le type, la forme des visages, les drapés, les petits personnages qui sont en dessous. Je vous ai pas fait de zoom malheureusement, mais c'est vraiment le même travail. Le portail qui pose plus de problèmes, c'est celui du jugement dernier. Donc, il est aussi en portail latéral à Chartres, toujours dans le transept nord, et donc à Laon, c'est notre portail sud. Aujourd'hui, nous avons Geoffroy de Chaume qui a copié le Saint Théodore, le Saint Clément, un acolyte, Saint Denis, Saint Georges et Sainte Thècle, qui là sort effectivement, vient de Chartres aussi. À ce moment-là, pour ce portail-là, c'est un peu plus compliqué de dire que le portail de Laon avait exactement les mêmes statuts. Tout simplement à cause d'une seule. Donc là, le doute vient à cause de celle-là, c'est à cause de Saint-Denis. Tout simplement parce que Saint-Denis n'est pas du tout un saint qui a une histoire au niveau local. Si on devait avoir un saint plus renommé sur ce portail-là, en réalité, ce serait Saint-Remi. Tout simplement parce que Saint-Remi, c'est le fondateur de notre diocèse. Et donc ça irait en lien avec l'épisode de Saint-Nicaise qu'on a sur le petit portail du côté de la tour nord. Donc effectivement, à l'époque, Geoffroy de Chaume fait vraiment des copier-coller sans réfléchir aux liens qu'il y a entre les diocèses. Mais il faut savoir vraiment que la cathédrale de Laon n'a pas de lien avec Paris. Et donc un saint parisien n'a rien à faire ici. Malheureusement,
Geoffroy de Chaume travaille sur un terrain où il n'y a aucune documentation. On n'a rien du tout. C'est-à-dire qu'à la Révolution française, on a tout perdu. On a perdu les statuts et en plus, on a perdu beaucoup de documents. Et on n'a pas d'écrit qui remonte avant la Révolution française pour nous expliquer quel statut il pouvait y avoir effectivement sur les portails de l'an. Donc au final, quand on n'a rien, on fait avec la classification qu'a mis en place Viollet-le-Duc. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'éléments, vous faites des copier-coller des édifices qui sont les plus proches de la cathédrale que vous restaurez. Tout simplement. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, au niveau de la statuaire, on a un travail de restauration qui est pas trop invasif quand vous devez copier un chapiteau, parce que les chapiteaux, tout à l'heure on parlait des moulages, effectivement on fait des moulages des chapiteaux qui sont en bon état et les artisans, les sculpteurs vont faire des copies de ces moulages-là. Donc c'est vrai qu'on va comme ça, on garde un du XIIIe siècle et on fait une copie parfaite du XIIIe siècle. Ça, c'est pas gênant. Mais pour tout ce qui est statues, linteaux, gables, là, on a un vrai problème au XIXe siècle parce qu'effectivement, on va des fois brouiller le message religieux en ne réfléchissant pas justement à l'histoire locale de l'édifice. Donc aujourd'hui, quand on explique pour une visite ou quand on vient à Laon, il faut faire la distinction entre ce qui reste du XIIIe siècle de notre sculpture sur la façade et en réalité de ce qui a été créé au XIXe siècle pour essayer de combler le vide qu'avait provoqué la Révolution française. Malheureusement, on ne peut pas forcément mettre en lien les deux messages. Simplement parce qu'au XIXe siècle, on a une vision de la religion telle qu'elle devait être au Moyen-Âge qui est pas réelle, qui est un peu faussée et qui est surtout très universelle. C'est-à-dire qu'on pense que c'est les mêmes statues partout. Et Viollet-le-Duc, de toute façon, fait la même erreur, par exemple, à Notre-Dame de Paris. À Notre-Dame de Paris, sur le transept sud, il va chercher justement certaines statues de la cathédrale de Bordeaux, qui est dans le même groupe. En Bordeaux-Paris, il y a quand même certaines différences au niveau du territoire et de l'histoire locale. Et donc, il va copier comme ça des statues de Bordeaux et il va les remettre sur la cathédrale de Paris. Et donc à ce moment-là, pour lui, c'est normal, parce que les deux cathédrales ont été construites à la même époque. Et comme au niveau du tympan et du linteau, on a le même message, on a certainement les mêmes statues en dessous. C'est tout. Donc c'est vraiment une pensée là, à ce moment-là où Viollet-le-Duc va rendre effectivement le message religieux trop universel et il va oublier toute cette complexité qu'il y a au Moyen-Âge sur les évêques, sur aussi des fois certains rois qui vont financer des choses et tout et qui vont imposer au final un message précis. Donc ma conclusion est effectivement, parce qu'il faut que je conclue, est que la restauration a sauvé véritablement la cathédrale de Laon. On ne peut pas, sans ça, on n'aurait plus la cathédrale aujourd'hui. Et on doit effectivement remercier Viollet-le-Duc, sa théorie et Émile Bossé-de-Val pour son travail. Malheureusement, il faut voir les choses avec beaucoup de nuances parce qu'on a peut-être réglé certains problèmes. L'abaissement des arcs-boutants, c'était une très bonne idée parce qu'effectivement, ça a permis de mieux contrecarrer la poussée des voûtes. Par contre, pour tout ce qui est statuaire, et surtout la statuaire géante, il faut vraiment faire attention et se rappeler que là, sur ce coup-là, à Laon, c'est une création du 19e. Et malheureusement, le message originel du XIIIe siècle a été totalement disparu. Mais c'est aussi le cas pour beaucoup de cathédrales en France, malheureusement. Et aussi, parce que là, actuellement, je travaille sur ce sujet-là, sur par exemple les vitraux de Soissons. On se rend compte aujourd'hui que les vitraux du chœur, beaucoup de personnes pensaient qu'ils étaient surtout XIIIe siècle, et en réalité, pas du tout. Les restaurateurs au 19e sont passés par là et en réalité on refait énormément de choses, ce qui fait du XIIIe siècle on n'a pratiquement plus rien et on a un programme iconographique aujourd'hui qu'on a beaucoup de mal à identifier et qu'on est même incapable de toute façon totalement d'identifier parce qu'on n'a pas de documents qui remontent assez loin pour savoir ce qui a été vraiment fait à l'époque. Donc il faut quand même
Viollet-le-Duc a été énormément critiqué après sa mort. On a essayé de revenir sur sa méthode. On a dit que c'était trop invasif, qu'en été il a plus détruit, qu'il a sauvé. Pour ma part, c'est faux. Aujourd'hui, on aurait pu, par exemple, la cathédrale de Reims, aujourd'hui, on l'aurait plus. Elle n'aurait jamais résisté au bombardement de 14-18 si elle n'avait pas été entièrement restaurée pendant le 19e siècle. Il faut quand même, Pour Soissons, c'est pareil. Soissons a été énormément restaurée elle a été énormément bombardée, elle n'aurait pas résisté non plus. Tout simplement parce qu'au 19e, elles étaient dans un tel état après la Révolution française que si un homme comme Viollet-le-Duc n'avait pas été là, on aurait vraiment perdu nos édifices. Heureusement, nous, à Laon, on n'a pas eu les bombardements. Et si on regarde aujourd'hui, la restauration dure quand même relativement bien. Elle a fini en 1914 et ça fait pas si longtemps que ça qu'il y a de nouveau de grands travaux à la cathédrale de Laon. Donc ça montre quand même que c'est une théorie qui tient la route. C'est une théorie qui a bien fait les choses et qui a permis de vraiment conserver le patrimoine national. Merci pour votre attention et pour votre patience. Et quelles sont les archives que vous avez utilisées? Alors les archives, je remets ça. Alors les archives pour la cathédrale de Laon, je vais m'arrêter sur la cathédrale de Laon, ce sont les archives de la médiathèque de l'architecture et du patrimoine, donc la médiathèque des monuments historiques. Toutes les archives sont là-bas et donc tous les débats sont là-bas, tous les devis, toutes les subventions. Donc c'est beaucoup de cartons. Il y en a plus d'une dizaine et au niveau des plans, vous avez pareil, vous avez 2 tiroirs de plans. Alors, pas toujours des plans très intéressants malheureusement. Et ensuite pour la cathédrale de Reims et la cathédrale de Paris, c'est principalement les F-19. Donc c'est la série des cultes aux archives nationales. Donc sachant que par exemple pour la cathédrale de Paris, ce qui est très intéressant, c'est qu'au monument historique, alors par contre je ne sais pas pourquoi c'est les monuments historiques qui ont récupéré ça, vous avez le journal de Viollet-le-Duc qui reprend tous les jours, explique précisément ce qu'il a fait. Donc vous savez, tous les jours de gel, tous les jours de chaleur trop importants, tous les ouvriers ne peuvent pas travailler, le moindre petit incident, chose qui n'est pas drôle, mais qui est le jour où ils ont fini la flèche centrale, les ouvriers étaient tellement heureux parce que ça a été un travail énorme pour faire monter la flèche, pour la couvrir de plomb et autres. Ils ont fait une énorme fête. Et le problème, c'est que vous avez 4 ouvriers qui se sont dit qu'ils allaient finir la soirée là-haut pour avoir vu comme ça sur Paris. Et malheureusement, vous en avez 2 qui sont morts. Et donc, vous avez comme ça Viollet-le-Duc qui est accablé par la mort des ouvriers parce que c'était de très bons ouvriers. Il met en note qu'il faut penser à demander au ministère de donner une allocation à leurs femmes, pour qu'elles puissent s'en sortir parce qu'un tel avait tant d'enfants, en plus en bas âge, et donc vous avez tout comme ça qui est spécifié. Vous avez aussi les jours de gel sur la Seine, ce qui fait que les pierres ne peuvent pas venir, donc c'est un drame total, parce qu'on ne peut pas travailler pendant ce temps-là. Et puis aussi les fêtes que veut faire l'empereur, et que ça perturbe le chantier parce qu'il faut qu'il y ait une masse incroyable dans la cathédrale. Et donc ça, malheureusement, c'est un journal que Viollet-le-Duc a fait et qu'on n'a pas sur les autres édifices. Et ça manque un peu. Mais sur la cathédrale de Laon, on a quelques notions, quelques mentions comme ça d'événements un peu particuliers, mais c'est assez difficile à trouver. Et donc, mais sinon, une masse d'archives, c'est dans l'article, je vais essayer de vous remettre un peu plus de choses. Je l'ai promis, j'essaierai, mais il y a tellement de documents. Moi, j'ai consulté en tout 36 000 documents. Donc, si je vous mets les notes de bas de page de tout. Ça va être très compliqué, mais si vous le souhaitez, la thèse est en lien sur la bibliothèque universitaire de Reims. Et donc là, vous pourrez voir l'inventaire complet, avec le détail complet de tous les rapports, de toutes les lettres. Et donc, vous allez voir, ça fait beaucoup de pages. Donc, et vous avez aussi, sur ce PDF-là, vous pouvez aussi voir certains des plans. Aujourd'hui, les thèses sont en accès libre, donc surtout, n'hésitez pas si le sujet vous a intéressé. D'autres questions? Les 2 statues
Les Oui. deux statues d'avant la Révolution. Les deux prophètes. Attendez. Prophète, ah oui. Oui, les deux prophètes. Alors les deux prophètes sont bien de la cathédrale. Ça a été certifié par Iliana Kazarska dans sa thèse en 2008. Tout simplement parce que leur taille, la manière dont elles sont faites à l'arrière, elles rentrent parfaitement dans les ébrasements. Au 19e, Émile Boswilwald connaît ces deux statues-là parce qu'elles sont rangées, hein, elles sont conservées dans la cathédrale, mais lui pense qu'elles sont de Brenne. Ce qui veut dire qu'il ne veut pas les utiliser et il ne les mentionne même pas en réalité. L'architecte départemental Van Cleamput en 1840 veut les réinstaller, mais les monuments historiques mettent un veto parce qu'ils pensent que ces deux statues-là n'appartiennent pas à la cathédrale à l'époque. Donc on les utilise pas du tout comme modèle, pas du tout. Donc aujourd'hui elles sont dans les Templiers. Ah bah non, elles sont peut-être plus dans les Templiers parce que la chapelle des Templiers est en restauration, c'est pas ça? Non, mais pas encore. Ah, d'accord, bon, voilà. Là aujourd'hui elles sont dans la chapelle des Templiers. Dans la chapelle, il y en a une de chaque côté. Mais justement, j'avais dû vous mettre Oui, ah voilà, elles sont là. Donc ça, alors il faut savoir qu'effectivement, vous avez Zacharie sur la cathédrale de Laon qui est copié selon le prophète de Chartres. Et en réalité, le prophète de Chartres est déjà une copie de notre prophète à Laon. Donc c'est un peu... on est un peu dans le cycle là. Donc effectivement, mais elles sont avérées, aujourd'hui, elles sont vraiment avérées de la cathédrale de Laon. Ça, c'est sûr. Donc... Vous pouvez nous dire les ajouts qui ont été faits sur la façade? Ah ben sur non, sur tout ce qui est alors tympan, linteau, gable, voussure, vous avez les mains et les têtes. De toute façon, ça se voit très bien parce que sur certaines têtes, les têtes sont légèrement disproportionnées par rapport au corps. Donc ensuite, vous avez la dormition. La dormition n'existait plus à l'époque puisqu'on a à l'époque, au XVIIe siècle, on avait refait le linteau du portail central et donc la dormition aujourd'hui telle qu'elle est faite à Laon est une supposition d'Émile Boswilwald. Donc la dormition a été refaite et a été faite par, certainement copiée déjà par la dormition qui existe à Notre-Dame de Chartres aussi. Toutes les statues géantes sont nouvelles. Et ensuite, dans les voussures, au niveau de la rose et des grandes fenêtres, c'est certains petits éléments, pareil, parce que des choses ont été cassées à la Révolution française et autres. D'autres voussures étaient trop abîmées, donc elles ont été retirées. Elles sont aujourd'hui dans le musée lapidaire, certaines, et donc elles ont été pour certaines copiées à l'identique. Mais sinon, pratiquement la totalité. Hein. Et même certains des tours. Mais la balustrade avec la... Alors ça, c'est une création, pareil, ça n'existait pas. C'est une création totale. La Vierge et les anges est une création du 19e aussi. Donc, au niveau de la statuaire, si vous voulez vraiment retrouver du XIIIe siècle, c'est les chapiteaux. C'est effectivement certaines des gargouilles, mais sur la façade occidentale, c'est pas... malheureusement, c'est pour ça que même aujourd'hui, travailler... alors, moi, j'ai travaillé avec Iliana Kazarska pour faire ma thèse, et effectivement, pour elle, travailler sur la façade occidentale de Laon, sur la sculpture de la façade occidentale de Laon, en réalité, il faut être historien de l'art de l'époque contemporaine et pas de l'époque médiévale, hein, puisque tout a été recréé à l'époque. Donc, elle a fait ce travail-là justement pour prouver que malheureusement, la Révolution française avait vraiment créé un chaos total sur la façade. Donc elle a travaillé sur toute la sculpture sur Laon, donc effectivement on a plein d'éléments qui sont encore d'époque, et heureusement, mais sur la façade, non, c'est vraiment une création de Geoffroy de Chaume. Même le lévrier. Bon, aujourd'hui, qui ne sent plus un lévrier, malheureusement. Et le lévrier qu'on a dans le musée lapidaire, qui est un plâtre, c'est une sculpture qui est sur le clocheton de l'escalier sud, du transept sud, aujourd'hui qui ne ressemble plus à rien du tout. Je ne vous l'ai pas mis en photo, c'est dommage. Il a perdu son museau, il a perdu ses oreilles, il a perdu une patte aussi, il a perdu le petit lapin sur lequel qui vient de chasser. Et donc ça, c'est une création Geoffroy de Chaume. Alors Geoffroy de Chaume a fait plusieurs lévriers. Il aime bien ça. Il en a créé plusieurs en bronze qui sont chez des collectionneurs privés. Et c'était son chien préféré. Apparemment, Émile Boswilwald aussi. Ça explique sûrement cela.
Mais les deux étant amis, on n'a pas d'archives écrites sur le programme iconographique qu'ils mettent en place, parce qu'en réalité, ils se voient directement sur le chantier. Donc ils se passent les informations de vive voix, et en plus ils partent en vacances ensemble, ils dînent ensemble, ils font des week-ends. Alors avec Viollet-le-Duc, Boswilbald et Geoffroy de Chaume, c'est vraiment c'est l'équipe très soudée. Et donc moi j'ai retrouvé des documents, parce que je suis allée dans le fond Geoffroy de Chaume, j'ai plus trouvé de documents sur leurs vacances à la mer, sur comment allaient leurs enfants, que sur la cathédrale de Laon malheureusement. Donc voilà, donc après effectivement on en conclut que tout se passait à l'oral, tout simplement. Ils n'avaient pas besoin, et au final les monuments historiques sont pas forcément intéressés par ça. Eux, tant qu'on leur dit que c'est restauré et puis que ça rentre dans le budget, le programme iconographique ne les intéressait pas plus que ça. Donc dans ces archives, les archives administratives, on trouve rien. Donc c'est un peu, ça paraît bizarre, mais en tout cas c'est le cas. Comme par exemple sur la cathédrale de Reims, vous ne trouvez aucun plan, tout simplement parce que l'hypothèse est que les plans ont brûlé en 1914, parce qu'ils n'avaient pas été versés aux archives. Et donc aujourd'hui, qu'on soit aux archives nationales, qu'on soit aux monuments historiques, on ne trouve rien. On a 5 plans en tout, grosse frustration pour moi forcément, et encore plus pour mon directeur de thèse, mais et effectivement l'incendie a dû faire partir, ce cas de dire en fumée, tous les documents iconographiques. Ça c'est les aléas de l'histoire malheureusement. D'autres questions? Je voudrais pas trop vous retenir non plus. Oui? On ne sait pas non plus pourquoi un hippopotame et un rhinocéros devant. Non, effectivement, ça non plus. Par contre, on a effectivement Émile Boswilbald qui est en portrait sur le devant, mais ça non plus, effectivement, on n'a pas d'explication. Alors après, on retrouve ce type d'animaux sur la cathédrale de Reims, et sur la cathédrale de Reims, ces gargouilles-là sont quand même assez anciennes. Elles existent déjà, apparemment déjà au 18e, elles existent, puisque moi j'ai trouvé les devis qui montrent qu'elles sont restaurées, on les nomme déjà comme étant déjà un hippopotame. Donc à Reims on en a, comme Reims s'est inspiré de Laon, peut-être qu'il y a possibilité que ce soit quand même plus ancien qu'on ne le croit. Après que ça ait été refait, oui effectivement on est forcément repassé dessus, mais... Prosper Léginé qui est sur la façade. Émile Boswilbald qui est sur la façade, et non c'est pas Geoffroy de Chaume, alors là je vais écorcher son nom. Alors c'est un politicien de l'époque. C'est un truc. Merci. Alors c'est un nom imprononçable. Alors c'est un politicien, il était à l'époque, il est sénateur je crois, et il a beaucoup joué dans le projet de restauration pour que il a beaucoup insisté justement pour que la cathédrale de Laon soit classée déjà monument historique, et effectivement il a demandé à ce que son portrait soit sur la cathédrale. On va dire que c'est Viollet-le-Duc se trouve bien sur la flèche, donc c'est le seul des apôtres qui regarde la flèche puisqu'il regarde son œuvre. Donc après, on a le droit, on a peut-être droit à ça. D'autres questions? Alors je vais vous libérer de tout ça. Merci à vous. Oui, ça marche. Une question, oui. Le temps, oui, ils ont été légèrement abaissés, oui, pour la mais au-dessus, il y a des statues qui sont d'origine. Oui, mais tout simplement parce qu'elles existent.